Mathieu, Bonjour Florian. comment vas-tu? Très bien, merci, très bien. Parfait. Ravi de t'avoir avec nous pour poursuivre ce programme de Skill Camp Fusion 360. Alors aujourd'hui, tu es avec nous pour partager ton retour sur l'optimisation de la supply chain donc, chez L'Oréal, où tu as œuvré pour optimiser dans les usines la mise en œuvre des produits L'Oréal. Je te propose de peut-être partager ton écran pour vérifier que tout fonctionne et puis on pourra attaquer cette présentation. Ok, j'arrive. Hop. Parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Impeccable. Super. Super. Merci à toi, Mathieu. Je te laisse la parole pour ce temps. Je vais réapparaître en fin de présentation. Super. Merci beaucoup Florian pour l'invitation et je suis touché d'être parmi vous aujourd'hui. Là, je vais présenter un projet que nous avons mené les 2 dernières années au sein de L'Oréal. Je vais expliquer un peu ma vision des choses et ensuite je vais rester avec vous cet après-midi et comme ça, juste après votre table ronde, on peut se retrouver tous ensemble. Si vous avez des questions, comme ça, je peux essayer de rentrer en plus des détails si on n'a pas de temps à la fin. Donc, moi, c'est Matthew Forrester. Comme vous pouvez entendre, et je m'excuse d'avance pour mon accent parce que je suis anglais, je suis responsable de l'équipe, ce qu'on appelle Transformation and Recycling Science au sein de L'Oréal, où on travaille avec des nouvelles technologies pour la création d'emballages. Mais ça, c'est au travail. Hors de travail, je suis maker. Je fabrique des avions, des fusées pour mes garçons. Je travaille avec l'association Enable pour la fabrication de prothèses et du coup des équipements de protection pour les soignants pendant la période Covid. Et je suis ingénieur mécanique de formation, du coup, un passion pour les automobiles et un passion que j'ai, c'est la création des voitures de course. Du coup, voici un ancien Porsche que j'ai travaillé dessus et là, en ce moment, je suis sur un 205 GTI. Donc, vous pouvez me trouver dans une machine ou dans un garage la plupart de mes week-ends. Donc là, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'outil Fusion 360 pour l'amélioration d'agilité au sein de fabrication de nos articles au sein de L'Oréal. Et là, on va explorer comment utiliser l'outil, comment ça a changé la manière dans laquelle nous, on réfléchit, et qu'est-ce que ça nous a apporté en plus de ces gains d'agilité, mais aussi en termes de coût et de temps d'accélération. Donc, on a utilisé donc, le Generative Design, mais on ne va pas rentrer en détail aujourd'hui, mais on va voir que c'est un cas d'application. Avec objectif vraiment pour nous, l'objectif c'était l'accélération de temps, d'être capable à produire plus rapidement quand il y a un besoin de nos clients, de certains types d'emballages. Et c'était encore plus accéléré parce que pendant le projet, on a eu Covid et du coup, c'est besoin d'être beaucoup plus agile que nous avons imaginé. Pour ceux qui ne connaissent pas L'Oréal, nous sommes une industrie cosmétique, donc le numéro 1 du groupe cosmétique dans le monde. On a une quarantaine d'usines partout dans le monde avec 85 000 personnes qui travaillent dans l'entreprise. Et il y a peut-être dans ce slide ici quelques marques que vous connaissez mais ne savez pas que c'était chez L'Oréal. En fait, on a 4 divisions des produits de grand public qu'on retrouve chez Carrefour, des divisions de luxe qu'on trouve dans les aéroports et dans des magasins de luxe, des produits professionnels
professionnels qu'on retrouve chez les coiffeurs et cosmétiques actifs, ce qui est vendu dans la pharmacie. Donc, comme vous pouvez imaginer, chacun de ces marques, il y a des quantités de production qui sont plus ou moins grands, avec des besoins qui sont différents. Par exemple, un parfum de luxe, il faut qu'on le soigne vraiment sur la ligne de conditionnement. Il faut qu'on prenne soin, on protège cet objet précieux. Autant que pour une bouteille de shampoing, l'objectif c'est d'envoyer la bouteille le plus vite possible pour avoir le prix le plus bas possible pour le consommateur. Donc, on est touché par quelque chose qui s'appelle le TikTok Effect. Donc, c'est un nom qui est très drôle, mais c'est un challenge qui est réel pour toutes les industries maintenant. Et c'est quelque chose où avant, un supply chain était vraiment plutôt stable. On sait que pour les parfums de luxe, par exemple, ça montait un peu avant Noël. On sait qu'on était obligé de fabriquer les produits solaires avant l'été pour avoir le stock pour quand les gens partaient en vacances. C'était plutôt facile à suivre. Autant que maintenant, on peut imaginer d'avoir des blogueurs ou des vlogueurs qui prennent un produit qui tourne depuis 20 ans, mais en toute petite quantité, et qui disent bah, tiens, cette mascara, c'est vraiment génial, j'ai trouvé ça au fin fond d'un carrefour. Et en fait, si je le mets ça dans la barbe, je peux changer la couleur de ma barbe. C'est génial. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais prévu de faire. Le système, il n'est pas prévu pour. Et du coup, on a ces pics de demande qui n'étaient pas prévus. Et du coup, on est obligé de suivre derrière. On a un pic de demande qui monte très rapidement. Et si les lignes de production n'est pas fabriquées à temps, les ventes seront ratées. Donc, on va louper une opportunité de faire du business. Donc, comment adapter nos lignes de conditionnement pour aller plus vite et reprendre ce challenge. Donc, une des pièces les plus difficiles à fabriquer pour nous, c'est ces pièces vertes, ce qu'on appelle des godets aujourd'hui. Et ce sont des pièces qui permettent de garder une stabilité sur la ligne de conditionnement. On peut changer la forme de packaging à l'intérieur, l'emballage, mais les godets, on a des centaines, voire des milliers de pièces par ligne de conditionnement. Et chaque fois qu'on change le produit, on est obligé de changer ces pièces. Et du coup, on avait attaqué cette problématique d'agilité en étudiant ces pièces. Pourquoi on a utilisé Fusion 360? Parce que c'est un outil qui est très facile à déployer. Certes, il va peut-être pas aller jusqu'au bout de toutes les capacités de tous les produits de CAO qu'il y a sur le marché, mais pour le monde industriel, même un très haut niveau industriel, on est capable à faire tout ce qu'il faut. Il y a des formations qui sont super faciles à suivre et nous, ce qu'on aime bien, c'est d'avoir créé cette communauté autour de ce logiciel sur lequel on peut partager des bonnes pratiques et on peut s'entraider entre les usines s'il y a des besoins. Il y a aussi énormément de choses sur YouTube. Si on coince sur une solution, souvent 2 minutes plus tard, on avait déjà trouvé la solution sur YouTube. Du coup, voilà nos fameux godets. Ici, donc, usinés sur un bloc une matière qui a le nom très sexy de UHMWPE, donc Ultra High Molecular Weight Polyethylene, et c'est une matière qui est gras et qui est très dense. L'avantage, c'est que ça ne raye pas les flacons et aussi on a cette densité qui garde la stabilité de flacons. Autant que pour l'usinage, ce sont des manipulations qui prennent pas mal de temps parce qu'il y a des trous percés dans tous les sens. Il faut le retourner plusieurs fois pendant la phase d'usinage. Et du coup, ça nous prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour équiper une ligne de conditionnement.
Donc, pour aller plus vite, j'ai appliqué la méthode hybride. Et quand je parle de hybride, je ne parle pas de Prius. Il faut oublier cette idée d'hybride, mais on est comme la Ferrari de Ferrari, où on essaie de prendre le meilleur de tout le monde. Donc, les meilleurs meilleure partie de la process d'usinage et la meilleure partie de la process fabrication additive. Donc, on split notre objet en deux. On définit une partie qui est standardisée, donc la partie bleue que vous voyez en bas ici. Je vais masquer ça, voilà. La partie bleue en bas de ces godets, on garde en usinage. On garde un centre de gravité qui est très bas et on utilise la même matière. Du coup, la partie résistance à l'abrasion est également gardée. Et ensuite, on commence à travailler sur la partie orange. Donc, la partie orange, où on peut jouer sur les atouts de fabrication additive, c'est-à-dire leur rapidité, les formes ultra complexes. Et pour réduire les coûts et le temps de fabrication, on optimise la taille. Donc, on essaie de réduire au maximum la taille de la pièce pour imprimer plus à la fois. Et on essaie de réduire au maximum le volume. Donc, plus qu'on réduit le volume, moins de matière on a besoin de mettre et du coup, plus qu'on peut imprimer rapidement. Donc, voici les résultats. Donc, on se retrouve la pièce noire en bas, donc toujours en usinage. Cette pièce-là, elle est maintenant complètement standardisée. Et on voit en haut à gauche la première itération que moi j'avais réalisée. À noter, cet développement a été fait pendant la période de confinement. Donc, c'est-à-dire que j'étais ici devant exactement le même ordinateur avec lequel je vous parle aujourd'hui. Et j'avais dessiné quelque chose que j'ai pensé était plutôt une bonne idée pour l'usine qui était en Italie. C'est là où on retrouve de l'imitation de travail à distance parce que finalement, eux, ils ont imprimé la pièce et ça ne marchait pas du tout. Il y a des zones de reprise qui étaient oubliées parce que je n'ai pas eu les connaissances locales de ce point. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai imprimé ça à la maison. J'ai vu que ça marchait plutôt bien. J'ai envoyé les fichiers 3D via le partage Fusion 360. Et eux, ils ont imprimé de leur côté. Ils ont donné des retours sur ce qui marche et ce qui ne marchait pas. Et les 3 itérations qu'on voit ici ont pris un total de 1 semaine entre la première itération, 3 essais sur ligne et la dernière itération, avec les temps d'impression déjà intégrés. Ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, on retrouve quelque chose qui est la forme ancienne extérieure, vraiment évidé, vraiment allégé au maximum pour gagner en temps. Et la petite surprise bonus qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'en fait, le centre de gravité, il a même descendu plus bas que prévu, parce que maintenant, on était tellement léger en haut, on se retrouve avec une pièce qui est encore plus stable. Donc ici, on voit le petit essai que moi, ceux-là à gauche que moi j'ai fait, ceux-là au milieu qui a été fait par l'usine, et ensuite la version validée. Pour les passionnés d'automobile, vous allez voir le petit logo Superleggera qui est italien pour ultra léger de Lamborghini que j'avais mis pour vendre le produit aux Italiens, et ça marchait. Donc ici, on trouve la version finale, donc cette partie ici qui est complètement dessinée en Fusion et qui sera imprimée donc à grande échelle avec des imprimantes industrielles. On a commencé avec les imprimantes FDM pour tester le concept, mais là, on a eu besoin de 700 ou 1000 pièces et du coup, on basculait sur les technologies de poudre. Pour le retour de projet, donc on part de le bloc à gauche qui est usiné pour un certain coût. Pour le premier format, donc le premier format que nous avons réalisé, donc on achète la partie bas en usinage et ensemble, du coup, on paye 47%
du prix initial. Donc déjà, on a gagné plus de moitié en termes de prix. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on passe de 6 semaines à 2 semaines en temps de fabrication. Ensuite, la partie noire, elle est standardisée. Donc, pour le deuxième format qui arrive, qu'on a besoin de modifier la ligne, là, on n'a plus besoin d'acheter la partie en usinage. Il existe déjà. Donc, on achète seulement la partie en impression 3D. Et là, du coup, on est encore plus rapide. On est capable, dans une semaine, à maintenant équiper une ligne de production. Et on a la réduction de coûts d'autour de 87%. Qui, bien sûr, nous aide et ça nous aide aussi de réinvestir sur les machines d'impression 3D. Et ici, vous allez voir quelques vidéos. J'espère que vous arrivez à voir les vidéos de façon fluide, mais ici, on voit les pièces en train de tourner sur nos lignes. Et il y a plusieurs, donc il y a 700 pièces sur cette ligne de conditionnement qui tourne maintenant depuis plus de 6 mois sans arrêt et même avec un meilleur rendement parce que les pièces sont plus stables qu'avant avec le centre de gravité qui est plus bas. Du coup, entre le début du projet, l'appel à l'aide et la fabrication à grande échelle, nous avons pris 9 mois pour définir le process, trouver le bon fournisseur, trouver la bonne technologie d'impression et qui résiste à l'usure. Et on a maintenant plusieurs milliers de pièces fabriquées. Il y a des lignes en Italie où on a plus de 1000 pièces par ligne qui tournent avec cette technologie. Et ce qui est génial, c'est qu'on est maintenant capable de partager ça avec toutes les autres usines et transférer la responsabilité. Avec l'aide de nos hôtes F3DF, nous avons créé un module dédié de formation vraiment focalisé sur le bon pratique de comment je pars de mon objet d'emballage et je crée le godet pour lui facilement. C'est quoi les bonnes pratiques, comment aller plus vite avec Fusion et comment créer des modèles types sur lesquels on peut juste modifier dans le futur au lieu de tout redessiner. Et pour le futur, on a, comme vous avez travaillé sur les drones, on essaie maintenant d'ajouter des valeurs ajoutées en plus de ces godets pour avoir des changements automatiques, des tensions, des ressorts intégrés, vraiment de pousser ces pièces au prochain niveau. Et donc, voilà notre module de formation qui est en cours d'utilisation au sein de nos 40 usines. Là, j'ai fini ma présentation. Je pense qu'on a quelques minutes pour des questions. Pas de questions? Mathieu, je me permets d'aller choper les questions dans l'onglet Q&A. Je pique la place de Florian. Mathieu, on a une question sur combien d'imprimantes 3D dispose L'Oréal? Très bonne question. J'aimerais bien savoir parce que moi j'ai commencé, j'ai suivi le déploiement des imprimantes 3D. J'ai eu un fichier Excel où j'ai suivi quels sites ont été équipés. On a des sites de production, donc les usines, mais aussi on a des bureaux et on a des équipes de design, etc. L'année dernière, j'ai arrêté, j'ai fermé mon fichier Excel parce que c'est devenu inconsommable. En fait, on a acheté des imprimantes dans tous les services comme les imprimantes papier.
Et maintenant, je peux dire qu'il y a 35 sites sur 40 qui sont équipés avec impression 3D. Nous avons 8 3D labs partout dans le monde qui fabriquent des prototypes pour les équipes de design, et on fabrique plus de 20 000 pièces prototypes sur ces sites. Du coup, si j'étais obligé de deviner, je dirais qu'on va être à peu près à 500-600 imprimantes dans le groupe maintenant. Et selon le besoin, je vois la deuxième question, donc selon le besoin des gens qui les utilisent, on utilise des imprimantes différentes. On a du Markforged, on a du Formlabs, on a beaucoup de Ultimaker. On a utilisé énormément d'Ultimaker au début. Et maintenant, on voit un peu plus d'imprimantes résine qui arrivent dans les équipes, mais c'est plutôt le troisième, quatrième imprimante qu'ils achètent. Mais on a plusieurs sites où on atteint les 5 ou 6 imprimantes au sein de groupes. L'objectif ici, c'est vraiment d'être capable à fabriquer des pièces, des monopièces, donc 1 ou 2 pièces, soit pour tester, soit pour résoudre une problématique spécifique. Et dans le cas de Godet, ensuite, on bascule vers la fabrication en externe parce qu'on a besoin de 700 pièces. Et du coup, là, on travaille avec les sous-traitants comme Sculpteo, comme AirPro, comme ce type de prestataires qui sont équipés avec les grosses machines iOS et HP qui peuvent répondre à ce type de demande. Ok, super. Tu parlais d'e-learning, Mathieu. On a une question sur Oui. parce que L'Oréal est une entreprise, un groupe international. J'imagine qu'il n'y a pas que les Français qui s'intéressent à l'impression 3D. En combien de langues vous avez fait les cours d'e-learning? Ça représente peut-être aussi combien de personnes, combien de nationalités? Tu as des idées là-dessus? Donc, on a fait les e-learning, c'est écrit pardon, je ne sais pas comment dire, mais on peut écouter les e-learning en français et en anglais. Et ensuite, on a des sous-titrés dans toutes les langues sur lesquelles on avait déployé les e-learning. La plupart de personnes peuvent comprendre l'anglais ou le français, mais on essaie de combler comme Netflix avec les sous-titres. Ouais, la question, Mathieu, que tout le monde se pose, c'est toi, tu l'as faite en anglais ou en français? Est-ce que moi j'ai fait les formations en anglais ou en français? Moi j'ai fait les deux parce que j'étais obligé de valider les deux. Ok, super. On a une question sur l'importance du generative design pour L'Oréal en lien avec Fusion 360. Est-ce que tous vos projets sont generative design focus ou... Non, après le generative design, il ne faut pas l'utiliser pour tout, hein. C'est là où c'est vraiment utile pour optimiser. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le futur de generative design parce que pour moi, c'est un gros point bloquant aujourd'hui. C'est justement les gens qui sont capables à dessiner et réfléchir dans un monde 3D. Il n'y a pas assez. Et on a besoin de rendre plus ludique et plus facile à dessiner. Du coup, c'est super inspirant de voir ce type de logiciel qui peut arriver et au lieu de dessiner de X à Y, de dire j'ai besoin d'accrocher ici et j'ai besoin d'arriver ici et j'ai besoin de résister 32 newtons de force. Et que le logiciel ait une certaine intelligence pour fabriquer ça. J'espère que cette nouvelle génération de dessinateurs va nous apporter beaucoup de choses dans l'industrie parce que les gens aujourd'hui dessinent comme des usineurs toujours. Okay. Et justement, tu parles de ces ressources et ceux qui vont dessiner où il y a encore besoin d'inspirer les gens, de les faire venir, de les former. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des besoins dans le sens où vous allez parfois devoir faire appel à de la sous-traitance pour la partie conception parce que vous n'avez pas assez de ressources en interne? Des fois. Par contre, ce qu'on a vu notamment sur le côté industriel, ce qu'on a vu, c'est que moi, j'essaie de dessiner, mais ce que j'ai dessiné pour l'usine n'a pas marché parce que moi, j'ai pas des compétences d'être sur le terrain. Et les gens qui sont dans les usines et qui manipulent la ligne tous les jours, c'est eux qui ont la meilleure idée.
c'est eux qui voient comment ça tourne et là où ça coince. Et c'est eux qui peuvent vraiment apporter. Je préfère qu'eux, ils sont capables à dessiner bien et de réaliser leur rêve plus que sous-traiter ça chez quelqu'un sur lequel on sera obligé de faire des allers-retours jusqu'à on arrive à bien s'exprimer. Est-ce que ça veut dire que vous recrutez, Mathieu, des alternants, par exemple, des gens assez jeunes pour les former et qui soient déjà peut-être assez sensibles à ces sujets, au generative design, à l'impression 3D? Vous recrutez en ce moment sur Oui, ce bien genre de sûr. métier? Oui, on recrute dans tous les domaines. Je pense qu'on a embauché 27 000 alternants et stagiaires dans le groupe L'Oréal l'année dernière. C'est super si vous pouvez nous rejoindre pour apporter vos connaissances. Les connaissances ne peuvent pas venir que de la jeunesse. On a aussi des gens qui ont envie de monter en compétences, qui sont déjà dans la société. Et l'idée, c'est de upskiller ces gens aussi, mais complètement. Ok. On a une question. Depuis quand L'Oréal utilise l'impression 3D? Comment faisiez-vous avant l'impression 3D pour créer vos pièges? Alors, j'imagine peut-être plus sur la partie prototypage, outillage. On imprime au sein de L'Oréal depuis 2009 aux États-Unis. Mais vraiment, c'est vraiment décollé il y a 4 ou 5 ans au sein de L'Oréal. Avant, on faisait appel aux sous-traitants pour la fabrication de prototypage. Donc, on réalisait beaucoup de prototypage en SLS, en externe. Mais on a eu un délai d'environ 5 à 10 jours entre j'envoie le brief, je valide le devis, j'ai la pièce qui est fabriquée avec le délai de l'atelier, ils sont pensés à la main et ensuite ils ont renvoyé sur notre site. Maintenant, on est capable, l'année dernière, c'était le 3D Lab, ils sont engagés sur un délai maximum de 48 heures, cette année 24 heures et l'année prochaine 12 heures normalement. Bravo, merci beaucoup Mathieu pour ton intervention. Je pense que c'était hyper intéressant. On a aussi appris que L'Oréal recrute, notamment sur ce genre de compétences, sur ce genre de profil. Il y a une partie job dating sur le salon, donc n'hésitez pas à retrouver Mathieu à cette occasion. Il sera aussi disponible sur la table YouTube Live au dernier étage. On va enchaîner. Merci beaucoup Mathieu encore une fois. On va passer à la table ronde.